Bonjour à tous, bienvenue sur Balade Parisienne, la chaîne qui vous fait découvrir Paris à travers son histoire et son patrimoine. Si chaque quartier a son monument phare, il en possède d'autres tout aussi intéressants. Je vous invite à les découvrir. Les grands boulevards constituent une part importante dans l'identité urbaine et sociale de Paris. Ils furent construits à l'initiative des différents gouvernements à l'emplacement des fortifications successives de la ville lorsque celles-ci devinrent obsolètes. Les boulevards sont associés à une idée de flânerie et de légèreté. Cette vocation au divertissement se manifeste au XVIIIe siècle par l'installation de nombreux théâtres autour de la porte Saint-Martin. Ces établissements proposent des pièces légères et divertissantes, éloignées de l'académisme des théâtres officiels. Le boulevard du Temple reçoit ainsi le surnom de boulevard du crime, à l'époque de la Restauration, allusion aux innombrables forfaits commis non dans la rue, mais sur les scènes de théâtre. Le boulevard de Bonne-Nouvelle débute rue Saint-Denis et rue du Faubourg Saint-Denis et se termine rue Poissonnière et rue du Faubourg Poissonnière. Il mesure 347 mètres de long et 35 mètres de large. Il se situe à la lisière entre le 2e et le 10e arrondissement de Paris, dans les quartiers de la Porte Saint-Denis et Bonne-Nouvelle. Son nom est dû au voisinage de l'église Notre-Dame de Bonne-Nouvelle. Le boulevard fut percé à l'emplacement de l'enceinte de Louis XIII, devenue obsolète. Il fut transformé en voirie en vertu de lettres patentes de juillet 1676. Il fut réalisé au bord de l'ancien bastion de la butte de Bonne-Nouvelle, sur le flanc de la butte des Gravois, éminence constituée par un amoncellement d'immondices au cours de plusieurs siècles, où fut établi le quartier de Bonne-Nouvelle. Il dominait de 5 à 6 mètres le marais de la Couture des Filles-Dieu, jardin maraîcher jusqu'à l'urbanisation au XVIIIe siècle de l'actuel quartier du Faubourg Poissonnière. En contrebas, la rue Basse-Saint-Denis longeait le boulevard. Ce dernier était à l'origine un bombement accusé entre le boulevard Montmartre et le boulevard Saint-Denis. Ce bombement fut en partie aplani par 15 000 ouvriers en 1709. Travaux qui diminuèrent la faim de milliers de sans-emploi lors de l'hiver où il fit des températures sibériennes. La marque de cet ancien bastion est perceptible par la largeur des trottoirs en pointe, côté Père, entre la rue Mazagran et la rue d'Hauteville. La différence de niveau entre l'ancien marais des Filles-Dieu et le boulevard a été en grande partie supprimée par les travaux d'arasement de celui-ci et par le rehaussement des terrains au nord. Cette dénivellation est cependant encore perceptible par la légère montée de la rue d'Hauteville à son arrivée sur le boulevard. Cet arasement fut poursuivi par l'application de l'ordonnance royale du 15 mai 1832 qui entraîna la suppression de l'impasse des Babillards et de la rue Basse-Porte-Saint-Denis. Entre 1842 et 1843, l'administration fit exécuter de grands travaux de nivellement, de pavage, de trottoirs, d'égouts et d'escaliers, fixant la largeur du boulevard à 35 mètres. Le boulevard fut encore abaissé en 1883 entre la rue du Faubourg Saint-Denis et la rue de Mazagran. La différence de niveau entre les trottoirs surélevés côté des numéros impairs et la chaussée témoigne de ces abaissements successifs. Numéro 3. Ancien emplacement d'un des ateliers du photographe Charles Gallot à la fin du XIXe siècle. Numéro 11. L'immeuble de rapport fut probablement réalisé vers 1808 sous l'Empire par un architecte dont l'identité reste inconnue. La légende veut qu'il ait été bâti avec des pierres provenant de la démolition de la Bastille. La façade est égayée par les bas-reliefs qui ornent les tympans des 2 premiers étages, dont le répertoire décoratif est varié. Au thème traditionnel des saisons, évoqué par des enfants tressant une couronne de fleurs, fauchant les blés ou attisant le feu, se mêlent d'autres motifs tels que chimères, arbres de vie ou offrandes. Les archives révèlent que l'édifice, qui appartenait à l'assistance publique, abrita à partir de 1818 plusieurs boutiques, comme en témoigne la hauteur de l'entresol. De mai à juillet 1852, vécut dans cet immeuble Charles Baudelaire. Numéro 31. L'immeuble fut construit par Jean-Baptiste Ciceron Le Sueur en 1835. La porte cochère s'ouvre sur une cour trop exiguë pour y garer des voitures, faisant d'elle un simple pastiche des hôtels particuliers.
Un balcon, signe extérieur de prestige et de la subtile hiérarchie de la classe bourgeoise, souligne toute la hauteur du premier étage, considéré à cette époque comme l'étage noble. Néanmoins, un autre balcon, au dernier étage, rivalise avec celui-ci et atteste de la promotion dont bénéficient, bien avant l'introduction de l'ascenseur, les derniers niveaux des immeubles, plus lumineux, et forme par ailleurs un étage belvédère. Celui de cet immeuble s'embellit d'une formule décorative empruntée à l'architecture de la Renaissance. Les fenêtres cintrées sont encadrées de colonnes à chapiteaux composites. Plus tard, la floraison des balcons à tous les étages attestera de la tendance à l'égalisation sociale dans la structure de l'immeuble. L'actrice Virginie Desjazet et le peintre Alexandre-Évariste Fragonard vécurent dans cet immeuble. Le 6 septembre 1886, un banquier se fait soutirer 1659 livres par Almeyer, surnommé le gentleman cambrioleur par Goron, le chef de la police. Hohlmeyer parvient à s'évader de la prison Mazas, réputée inviolable, par la grande porte en envoyant au directeur une lettre ordonnant sa libération. Il avait subtilisé un formulaire ad hoc dans le bureau du juge d'instruction. Finalement arrêté au Havre, il est condamné en 1888 à 20 ans de travaux forcés en Guyane. Il meurt le 19 juillet 1903 à Saint-Laurent à l'âge de 44 ans. Hohlmeyer avait commis son premier délit à l'âge de 17 ans. Profitant de l'absence de son père, il était entré dans son bureau et s'était emparé de l'argent contenu dans une enveloppe. Parvenu à Dijon, il écrivit aussitôt à son père, je vous cite la lettre, « Monsieur, je suis un ancien militaire retraité et médaillé. Mon fils, commis des postes, a, pour payer une dette de jeu, soustrait dans le bureau une lettre à votre adresse, venant de la maison X de Lyon. Saisi de remords, il m'a tout avoué. Je ne puis pas malheureusement vous rembourser tout de suite, mais j'ai réuni la famille. Si vous voulez bien ne pas porter plainte, d'ici quelques jours nous pourrons parfaire la somme nécessaire au remboursement. Si vous êtes père de famille, ayez pitié d'un père comme vous. Ne brisez pas tout un passé d'honneur. Recevez, monsieur, etc. etc. Attendri, Hohlmeyer père écrivit à son client pour l'informer qu'il avait retrouvé sa lettre égarée par mégarde et répondit au vieux militaire. Le tour était joué. Le 14 juillet 1941, les communistes appellent les Français à manifester dans toutes les villes en entonnant la Marseillaise. L'appel est entendu. Des cortèges d'hommes, de femmes et d'enfants déambulent dans les rues, arborant les couleurs nationales interdites par le régime de Vichy ou le V de la victoire. À Paris, la police arrête 1667 personnes pour le port de cocardes tricolores. Des bagarres éclatent sur les grands boulevards, obligeant les soldats allemands à intervenir. Une centaine d'arrestations ont lieu. Le 17 octobre 1961 eut lieu une fusillade. Elle est racontée par le journaliste de l'Express Jacques Desrogiers. Peu avant 21h, ils ont débouché en cortège sur les grands boulevards depuis le carrefour Strasbourg-Saint-Denis. Ils devaient être 1500 à 2000, encadrés par un service d'ordre très strict qui les faisait défiler sur la moitié droite de la chaussée et régler la circulation des véhicules. Il y avait des hommes de tout âge, certains tenant des bébés en bournou ou des enfants sur les bras, qu'ils s'efforçaient de protéger de la pluie. Il y avait des femmes, européennes et musulmanes, dont certaines poussaient des you-you. Ils criaient en frappant en cadence dans les mains, comme s'ils applaudissaient. « Algérie, Algérienne, libérez Ben Bella, levez le couvre-feu, vive le FLN !» Ils ne portaient apparemment ni drapeau, ni couteau, ni bâton. Les passants, les automobilistes, les voyageurs des autobus regardaient stupéfaits passer ce cortège insolite et discipliné. Les cafetiers n'eurent pas le temps de songer à débarrasser leurs terrasses. Par les boulevards Bonne-Nouvelle et Montmartre, le carrefour Richelieu-Drouot et le boulevard des Italiens, ils gagnèrent en une vingtaine de minutes les abords de la place de l'Opéra, où depuis 20 heures, les forces de police n'avaient cessé d'appréhender les Algériens qui sortaient par groupes des bouches de métro et de les aligner, les mains au-dessus de la tête, contre les fourgons cellulaires. Un détachement de gardiens de la paix, de gendarmes mobiles et de CRS prit position devant le boulevard des Italiens. L'arme au poing, gilet pare-balles sur le torse. La pendule de la police marque 21h20. La foule qui s'était massée, interdite, s'écarte du carrefour. Des gradés de la police se parlementent avec le service d'ordre FLN et obtiennent,
au bout de quelques minutes, que l'immense cortège fasse demi-tour. « C'est un comble !» s'indigne un monsieur avec un collier de barbe. « On se croirait à Alger. Voilà les CRS qui vont encadrer les Félouses maintenant. » Le fait est que, pendant un moment, le barrage de police va suivre la queue de cortège remontant les boulevards, à distance, sans broncher. À 21h40, des cars de police et de CRS viennent doubler le cortège sur sa gauche, en faisant hurler leurs sirènes qui couvrent un moment les cris des manifestants. Les policiers casqués, pistolets et mitraillettes au poing ou crosses en avant, chargent une première fois devant le cinéma Rex et l'immeuble de l'Humanité qui a baissé son rideau de fer. J'ignore s'il s'agit de grenades ou de coups de feu, mais en traversant la chaussée, je vois tirer d'un car de la préfecture en direction de la terrasse du café-tabac du gymnase. C'est le chauffeur de car qui, pris de panique, a ouvert le feu. Mais d'autres policiers tirent maintenant à leur tour. Je compte plus d'une vingtaine de détonations. Des gens courent en tous sens, en hurlant. Dans le désordre qui règne sur le trottoir, j'aperçois 7 corps allongés à la terrasse du café. Parmi des chaussures, des bérets, des chapeaux et des vêtements, au milieu de flaques d'eau et de sang. Le boulevard Montmartre débute rue du Faubourg Montmartre et rue Montmartre et se termine rue de Richelieu et rue Drouot. Il mesure 215 mètres de long et 35 mètres de large. Il se situe à la lisière entre les 2e et les 9e arrondissements, entre les quartiers Vivienne et Faubourg Montmartre. Ce boulevard tire son nom de la proximité de l'ancienne porte Montmartre et non de la colline de Montmartre. Le boulevard Montmartre fut créé à la suite de la suppression, décidée en 1679, de l'enceinte de Louis XIII devenue obsolète. Il fut commencé en 1536, planté d'arbres en 1668 pour servir de promenade, puis transformé en voirie en vertu de lettre patente de juillet 1676 pour être terminé en 1705. L'espace compris entre le boulevard et l'ancienne enceinte, situé en arrière de l'actuelle rue Feydeau, s'urbanisa dès la fin du XVIIe siècle et le début du XVIIIe siècle avec la construction d'hôtels particuliers. En 1851, y est exposé le lingot d'or de la célèbre loterie des lingots d'or qui défraya la chronique politique de l'époque. Le peintre Camille Pissarro, à la fin de sa carrière, s'installe dans divers hôtels particuliers parisiens et peint depuis sa fenêtre. De février à avril 1897, il observe le boulevard. Il s'émerveille de pouvoir voir sur toute la longueur des boulevards, avec une vue presque à vol d'oiseaux, des voitures, des omnibus, des gens, entre les grands arbres de grandes maisons. Il représente des scènes de la vie urbaine qui se déroulent sous sa fenêtre. Cette série de vues à différentes heures de la journée, dans différentes conditions météorologiques, crée ainsi un total de 13 tableaux. Numéro 5. Emplacement de la première salle Pathé, inaugurée le 14 décembre 1906. Par son luxe, l'Omnia se distinguait des cinémas populaires exploités par des cafetiers forains. La salle pouvait accueillir tous les publics, des promenoirs à 50 centimes jusqu'aux places du balcon à 3 francs. Ce cinéma de 250 places était ouvert tous les jours de 14 à 18h, puis de 20h30 à 23h30. Les représentations duraient 2 heures. L'ensemble se faisait sans conférencier. Le programme changeait chaque vendredi. Edmond Benoît Lévy en était le président. Les résultats financiers furent excellents, 400 000 francs en 1907, et permirent l'ouverture d'annexes. En mai 1934, la salle s'agrandit, passant à 700 places, et fut transformée en cinéma d'actualité. Elle devint le Cinéphone Petit Parisien en mai 1936. La salle fut réduite à 590 places en 1947 et prit le nom de California. En 1958, la salle fut portée à 680 places et reprit le nom d'Omnia, avant d'être divisée en deux en 1971 sous le nom de Omnia Boulevard. Cinéma porno entre 1979 et 1982, puis multiplex de 3 salles, il ferma en septembre 1987. Studio et laboratoire du photographe Léon Crémière, photographe de la maison de l'empereur Napoléon III, puis demeure du photographe Édouard Buguet. Après la mort d'Allan Kardec, le mouvement spirit perdit son principal ambassadeur.
À partir de 1871, afin de stimuler de nouveaux adeptes, la revue Spirit consacre à Édouard Buguet de nombreux articles le présentant comme un photographe médium, capable de faire apparaître sur un cliché le spectre de la personne auquel le sujet aura fortement pensé au moment de la prise de vue. Buguet réalise une 50aine de portraits Spirit par mois au prix de 20 francs or l'unité. Très vite, la fraude est soupçonnée. À partir de 1874, le photographe est surveillé par la préfecture de police. Un agent de la préfecture, Guillaume Lombard, se présenta anonymement chez Buguet le 22 avril 1875 pour lui demander une photo Spirit. Ce dernier démasque la supercherie. Une fois renseigné sur l'aspect général du trépassé, Buguet costumait un de ses complices, un homme et deux femmes, afin de lui donner la silhouette voulue et compléter la ressemblance grâce à un jeu de moustaches et de perruques. Il tirait un cliché volontairement flou et n'avait plus qu'à photographier le client en surimpression pour obtenir l'effet désiré. Les commandes étaient devenues si nombreuses que les figurants n'y suffisaient plus. Buguet leur substitua des poupées sans tête drapées dans des morceaux de mousseline en guise de suaire. Arrêté, l'homme passa rapidement aux aveux. Le procès s'ouvrit le 16 juin. Buguet et le rédacteur de la revue, Les Maris, furent jugés pour escroquerie les 16 et 17 juillet et condamnés à 1 an de prison et 500 francs d'amende. Le procès fit grand bruit, provoquant une mini-affaire entre les anti-spirites, qui rigolaient, et les partisans du spiritisme qui criaient à la machination. Peu de plaintes furent déposées. La plupart des clients affirmèrent reconnaître les fantômes. D'autres eurent peur de voir leur nom rendu public. Sur le mur pignon, en hauteur, présence d'une publicité peinte Bébé Cadom, refaite à l'identique en 2009, l'original daté de 1919. Numéro 7. Dominé aujourd'hui par les immeubles qui le jouxtent, le Théâtre des Variétés présente sur le boulevard une étroite façade conçue à la manière d'un petit temple grec à 2 étages tétrastyles. Colonne dorique au rez-de-chaussée, ionique au premier, coiffée d'un fronton triangulaire orné d'une lyre. Construit par les architectes Jacques Sellerier et Jean-Antoine Alavoine, à la demande de Mademoiselle Montansier, dont la troupe venait d'être chassée du Palais Royal, son voisinage ayant été jugé déshonorant pour la Comédie Française, le Théâtre des Variétés a été inauguré le 24 juin 1807 et devait connaître un grand et durable succès. Sa façade sur rue et le vestibule à décor néoclassique, restés intacts et classés au monument historique depuis le 30 septembre 1974, en font le plus ancien théâtre de la capitale. L'établissement est agrandi en 1833 par l'ajout d'un petit jardin à l'arrière de la salle, de loges, de bureaux pour la direction, de magasins de costumes et de décors. Sa salle rouge et or, d'une capacité de 900 spectateurs, a été refaite en 1975. Le succès accompagna l'histoire de ce théâtre où se jouaient principalement des comédies et des vaudevilles. Les œuvres d'Eugène Scribe, La Biche ou Théodore Barrière y furent représentées. C'est ici qu'après avoir quitté les bouffes parisiens, Offenbach s'installa pour quelques années, et que la belle Hélène et la grande duchesse de Jorelsheim, interprétée par Hortense Schneider, connurent le triomphe. Plus tard, Zola, séduit par ce théâtre, s'en inspira pour décrire la salle où se produit La courtisane au début du roman Nana, publié en 1880. C'est ici également que Flers et Cavaillet allaient connaître le succès au début du siècle et qu'en 1928 devait être créé Topaz de Marcel Pagnol. À l'intérieur du théâtre, les loges de Sacha Guitry, Jules Berry et Pierre Brasseur sont autant de jalons d'une programmation où alternent toujours les auteurs et les acteurs de renom. C'est ici en effet qu'en septembre 1993, Jean-Paul Belmondo, l'un des derniers propriétaires du théâtre, revendu en 2004, présentera le Dîner de cons de Francis Weber avec Jacques Villeray et Claude Brasseur, puis Michel Roux. La comédie restera à l'affiche durant 700 représentations et rassembla près de 600 000 spectateurs. Numéro 11 à 13, emplacement du passage des Panoramas qui succéda à l'hôtel Montmorency-Luxembourg. L'hôtel fut construit entre 1706 et 1710 par l'architecte L'Assurance pour Thomas Rivet de Riquebourg, anobli en 1706 par l'acquisition d'une charge de secrétaire du roi, maison et couronne de France. Celui-ci s'étendait de la rue Saint-Marc au boulevard Montmartre.
S'établissant à Versailles, Thomas Rivet cède son hôtel en 1711 au contrôleur général des finances et neveu de Colbert, Nicolas Desmarets, seigneur de Maillebois. Il fit embellir les jardins et réaliser plusieurs extensions au nord et à l'est. Après la mort de Desmarets en 1721, ses héritiers vendirent l'hôtel en 1723 à Charles-François Frédéric Ier de Montmorency-Luxembourg, duc de Pinay-Luxembourg et duc de Montmorency. À sa mort, l'hôtel revint à son fils Charles-François Frédéric II, prince d'Aigremont et de Tingry, maréchal de France depuis 1757 et gouverneur de Normandie. L'architecte Antoine Mathieu Le Carpentier augmente l'hôtel d'un appartement des bains, d'un salon et d'une salle à manger, formant un pavillon sur le jardin, orné d'un décor sculpté par l'ornementiste Nicolas Pinault et d'un plafond peint par Noël Allais, figurant les 4 saisons sous forme de jeux d'enfants. Le duc décède en 1764. Son fils Anne-François étant décédé avant lui, en 1761, ses 2 petites filles, Charlotte, Anne-Françoise et Madeleine Angélique, héritent du domaine. Cette dernière meurt âgée de 16 ans. Charlotte épouse le 21 septembre 1767 son cousin Anne-Léon de Montmorency, marquis de Fossieux, baron de Courtalon. Elle a 15 ans et lui 36. Dans les années 1770, ils font construire dans le jardin de l'hôtel, du côté du boulevard, un kiosque en treillage dans le goût chinois par l'architecte Pierre Rousseau. Avant 1780, le couple fait réaliser par l'architecte Firmin Perlin une nouvelle façade sur cour ornée d'un ordre ionique colossal. En 1782, la petite rue de Montmorency est percée par le duc de Montmorency face à l'entrée de l'hôtel situé rue Saint-Marc. Elle devint plus tard la rue des Panoramas. Sous la Révolution française, l'hôtel est saisi comme bien d'exilés après le départ des Montmorency pour l'étranger. Il devient un dépôt des ouvrages confisqués aux ecclésiastiques et émigrés avec 1 million de livres. Les lieux sont aussi occupés par l'atelier de perfectionnement des armes portatives dirigé par l'inventeur François-Philippe Charpentier avant d'être loué à un tapissier en 1793. L'hôtel est vendu comme bien national une première fois le 10 avril 1797 pour une somme de 810 000 livres à un nommé Bignon, mais qui ne put payer. Après enchère, l'hôtel est revendu le 13 décembre 1798 à Décréto pour 301 000 livres. Il cède l'hôtel le 27 mai 1800 à la citoyenne Henriette Berck, épouse de James William Taylor, armateur américain, pour 195 000 francs, devant maître Lerbette, notaire à Paris. Le couple paya avec les assignats donnés par la France en dédommagement de la saisie accidentelle de l'un de leurs navires après le siège de Toulon. Sur les jardins de l'hôtel, Tailleur et sa femme firent construire le passage des panoramas en plein milieu du principal corps du bâtiment. Ce passage, bordé de boutiques de luxe, conduisait à 2 panoramas installés sur le boulevard. Attraction commerciale appartenant à l'ingénieur et inventeur américain Robert Fulton, venu à Paris offrir ses dernières créations, le bateau à vapeur, le sous-marin et les torpilles, à Napoléon et au Directoire. Fulton subventionna son projet de Nautilus grâce à l'argent récolté par les panoramas. Ces derniers se présentaient comme des rotondes à toit conique, à l'intérieur desquelles les spectateurs découvraient un tableau peint rotatif éclairé par le jour. Ces tableaux panoramiques représentaient des paysages de Paris, Toulon, Rome, Jérusalem et autres grandes villes célèbres. La distance entre la peinture et le spectateur, placée sur une plateforme centrale, devait être suffisante pour que l'illusion de la réalité soit parfaite. Les 2 panoramas du boulevard Montmartre ont inauguré cette attraction en France. La réclame suivante décrivait ainsi l'un d'eux. Je cite. « Le panorama, au tableau sans bornes, représentant une superbe vue de Paris et de ses environs, prise du haut du palais des Tuileries, est ouvert tous les jours à la nouvelle rotonde située jardin dit d'Apollon, boulevard de Montmartre, depuis 8h du matin jusqu'à 8h du soir. La 2e coupole présentait la scène de l'évacuation de Toulon par les Anglais en 1793. Lorsque Napoléon rejeta les projets de Fulton, celui-ci abandonna ses panoramas pour aller offrir ses inventions aux Anglais. Tailleur trouva dans cette attraction le moyen de rentabiliser les frais de construction de son passage. En 1816, l'éclairage public au gaz est installé dans ce passage très fréquenté.
En 1831, les panoramas étant passés de mode, les rotondes sont détruites, mais le passage demeure très fréquenté. 3 ans plus tard, l'architecte Jean-Louis Grisard est chargé de sa rénovation et lui adjoignit d'autres galeries, Saint-Marc, des Variétés, de la Bourse, Feydeau et Montmartre. De cette époque date aussi la boutique du graveur alsacien Stern, qui a conservé ses belles boiseries d'origine inscrites aux monuments historiques. Le suivent des marchands de cartes postales et de timbres-poste, ainsi que quelques restaurants. Le salon de thé, l'Arbre à Cannelle, conserve le plafond à caisson et des éléments de décor de l'ancien chocolatier Marquis. Le sculpteur Jean-Pierre Dantan expose dans une des salles du passage, dite musée Dantan, ses petits bustes en plâtre ou en bronze, caricatures et portraits de la société de son temps. Talleyrand, Louis-Philippe, Beethoven, Paganini, Liszt, Victor Hugo, Balzac et j'en passe. Sous le Second Empire, le succès d'Offenbach aux Variétés contribua à faire du passage des panoramas un endroit très en vogue. Le passage a inspiré la cour de Paris, galerie commerciale située au rez-de-chaussée de la maison Bruden à Budapest. Le chapitre 7 du roman Nana d'Émile Zola décrit le passage tel qu'il était en 1867. Anne Cuneo a situé un de ses romans dans ce passage éponyme. Ces passages et galeries ont été inscrits aux monuments historiques, en partie le 7 juillet 1974 et dans une deuxième partie le 10 juillet 2009. Numéro 19. Ancien emplacement de la galerie d'art Bousseau, Valadon et compagnie. Theo van Gogh, le frère de Vincent, y travailla de 1879 à 1891, date à laquelle la syphilis l'emporta. Il en était devenu le gérant en 1881. Il achetait directement aux artistes, à d'autres marchands d'art, à des collectionneurs, voire aux enchères. Puis, il revendait les œuvres, souvent à l'étranger. À ce négoce s'ajouta le commerce des estampes gravées et lithographiées, et celui des reproductions photographiques de tableaux, spécialité de la maison Goupil, qui était l'ancien nom de la galerie. Numéro 21. Ancien emplacement de la maison de photographie Reutlinger. Le photographe allemand Charles Reutlinger était spécialisé dans le portrait des personnalités parisiennes, en particulier des comédiennes. Il était membre de la Société française de photographie et obtint un premier prix à l'exposition universelle de 1867. Charles se retire des affaires en 1880 et confie le studio à son frère Émile. En 1893, Léopold Émile prend la tête de l'entreprise familiale, alors très florissante. Mata Hari, Cléo de Mérode, Liane de Pougy, la belle Otero, Émilienne d'Alençon sont parmi les modèles les plus prestigieux. En 1889, Alfred Gallois fonde dans le même immeuble le Courrier de la Presse. Le 8 avril 1894 s'ouvre un très malsain procès. Je cite. « Il y a 1 an, maman a perdu un ami qui la faisait vivre et s'est trouvée très gênée. Alors elle m'a expliqué qu'il fallait chercher des messieurs sur le boulevard et se laisser embrasser. Comme c'était par nécessité, il n'y avait pas de mal. Elle me faisait faire ma prière le matin et le soir m'emmenait à confesse. Un jour, j'ai parlé à mon confesseur. Il m'a dit que c'était très vilain, un gros péché, qu'il ne fallait pas recommencer. Mais j'ai recommencé tout de même, maman m'ayant dit que nous y étions forcés pour vivre. » La fillette qui tient ses propos devant le tribunal correctionnel n'a que 10 ans. Sa mère, Marie Bourdin, écope de 5 ans de prison. L'enfant restera enfermé en maison de correction jusqu'à sa majorité. Je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo de balade parisienne. Si la visite vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. À bientôt pour de nouvelles découvertes et en attendant, passez une agréable journée.